Donc, on avait vu l'exercice 1 avec du coup tout ce qui était probabilité, donc série entière, probabilité, donc là c'était la loi de Poisson, fonction génératrice évidemment, espérance, variance, blablabla. On avait fait l'exercice 2 sur lequel on avait essayé du coup de trouver la base du noyau, de trouver le rang et ensuite l'image. Tac, on avait vu ça. Et il y avait juste un petit point sur lequel je voulais revenir, c'était quand on avait fait du coup les séries entières. Il y avait un moment où on faisait la dérivation ou l'intégration de séries entières. Et sur ce point-là, du coup, j'ai demandé à Monsieur Le Sauvage d'avoir une réponse précise sur, en fait, est-ce qu'il fallait à chaque fois changer la borne inférieure de notre somme. Donc ici, par exemple, si par exemple, du coup, en dérivant une série entière, est-ce qu'il fallait la modifier? Est-ce qu'il fallait du coup changer cette borne-là et rajouter 1? Et en intégrant, est-ce qu'il fallait à chaque fois du coup enlever 1 à cette borne? Du coup, la réponse, en gros, c'est que du coup, non, pas forcément. Ça va toujours dépendre de ce que vous avez. Ça va toujours dépendre de ce que vous avez. En fait, en général, on ne va pas changer cette borne inférieure. Pourquoi? Parce que, en gros, si vous dérivez cette série entière-là, vous vous retrouvez avec ce terme général. Et en gros, en fait, c'est juste se dire, tiens, quand n est égal à 0, cette partie-là va être égale à 0. Donc c'est pour ça que je peux me dire, 0 plus quelque chose, ça va me donner ce quelque chose-là. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir commencer à 1. Et du coup, pour l'intégration, ça va être la même chose. On va faire attention au premier, en gros, souvent au premier terme. Regardez du coup s'il est toujours différent ou égal à 1 pour pouvoir changer cette borne-là. Voilà. Je voulais revenir sur ça et donc c'est bon. Je ne veux pas ça, non, au secours, à l'aide. Ok, on avait fait ça aussi, le polynôme caractéristique de A avec le polynôme B. Et juste ça à côté. Ok. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vous propose de faire, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse du coup le polynôme caractéristique de B et du coup de trouver les valeurs propres de B? Ouais, de coup. Ouais, ok, on va faire ça. On va faire ça ensemble. Alors, donc, je vous rappelle, pour calculer le polynôme caractéristique d'une matrice, ce qu'il faut faire, c'est du coup prendre le déterminant de cette matrice-là, donc là on va prendre le déterminant de B, et soustraire à la matrice x fois du coup in. Avec in du coup qui est la matrice identité d'ordre n. Et en gros, l'ordre n, ça va être du coup, si par exemple vous avez une matrice 3 fois 3, et du coup, l'ordre ici, n, va être égal à 3. X, du coup, c'est juste la variable pour les polynômes, le grand X classique. Et du coup, on va calculer ce déterminant-là, et du coup, le polynôme caractéristique de B, et du coup, les valeurs propres de B. Alors, pour faire ça, et bien, du coup, je vais calculer le polynôme caractéristique de B qui est en fonction de X. Et pour ce faire, du coup, je vais calculer le déterminant de cette matrice-là en soustrayant sur la diagonale X. Donc là, je vais avoir moins 4 moins X. Je vais avoir moins 6, moins 2, 4, moins 5, 8, moins 6, moins 4 et 7. Et du coup, sur la diagonale, on enlève X. Ok. Donc là, on a la première étape. Il nous faut maintenant, du coup, calculer ce déterminant-là. Pour calculer le déterminant de cette matrice, ce qu'on va faire, vu qu'on veut la forme factorisée des polynômes caractéristiques, on va essayer du coup de remplacer le triangle inférieur par des zéros. Et pour remplacer le triangle inférieur par des zéros, ce qu'on va faire, c'est juste faire des substitutions entre les lignes ou les colonnes. Donc, ce qu'on va faire, ça va être d'abord sur la ligne 3.
il va falloir d'abord noter L1, L2, L3. Et je vais noter, du coup, faire attention à bien noter ce que vous faites, sinon vous n'aurez pas les points. Sur L3, je vais faire quoi? Je vais faire L3, donc la ligne, moins L2. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un moins 6, et juste au-dessus, j'ai un moins 6. Donc, en fait, ce moins 6-là, si je fais du coup moins 6 moins moins 6, ça va me donner 0. Et c'est bien ce que je cherche pour, en tout cas, cette valeur-là. Donc, c'est ce qu'on va faire. Tac, tac, tac. Est-ce que je me suis trompé? Non, c'est bon. Alors, attendez. Non, oui. Ok, my bad. Non, c'est bon. Ok, donc, eh bien, on sait que la première ligne ne va pas bouger, la deuxième non plus, et la troisième, du coup, moins 6, on avait dit que ça faisait 0. 6, pardon. Moins 6, moins 6, ça me donne 0. Moins 4, moins 5, moins x, ça me donne moins 4, plus 5, plus x. Donc, ça va me donner 1 plus x. Et ensuite, sur cette valeur-là, ça me donnait 7 moins x moins 8, donc moins 1 moins x. Ok. Deuxième étape, ça va être du coup enlever toujours le 0 qui est là. Le 0 qui est là nous intéresse. Enfin, pardon. Remplacer cette valeur-là par 0. Ici, comment on peut faire ça? On va voir que ici, on a l'opposé de 1 plus x. Donc, on va pouvoir faire quoi sur les colonnes? On va pouvoir faire tac, tac, tac. Sur ces deux, je vais noter les colonnes aussi, c'est un C2, C3. Sur C2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire C2 plus C3. Donc, la première colonne ne va pas bouger, la deuxième non plus. Et du coup, sur la troisième, donc, moins 2 plus 4, ça va me donner 2. Moins 5, moins x plus 8, ça me donnait 3 moins x. Et ici, on a dit que ça donnait 0. Ok. Et ce qu'on va faire, ici, du coup, en soi, en fait, ce qui nous resterait à faire, c'est enlever ce moins 6-là. Le moins 6 qui est là, il va nous faire un peu chier parce que je ne peux pas faire grand-chose avec les colonnes ou les lignes. Donc, ce qu'on va faire, et ce que fait la correction, c'est... Tac, que je ne dise pas de la merde. C'est en fait se dire que le déterminant de cette matrice-là, c'est être égal à moins 1 moins x, facteur du déterminant de la matrice carrée de taille 2 fois 2, moins 4 moins x, 2, moins 6 et 3 moins x. Que je regarde du coup les questions. On fait comme nous. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Tac. Ah oui, je peux pas. Ah putain, je peux pas ouvrir la discussion ici. Ok, c'est chiant. Alors, attendez. Je vais enlever la discussion sur l'autre. Bonjour, dans l'éventualité où on ne nous demanderait pas les valeurs propres. Ok, oui, c'est la question que j'avais vue passer. Alors, attends, bouge pas. Je vais juste prendre ça sur le tel. Tac. Donc, ta question, elle est: bonjour, dans l'éventualité où on ne nous demanderait pas les valeurs propres à trouver pour chacune des matrices à diagonaliser, est-ce qu'il existe une technique pour vérifier son résultat? En réfléchissant un peu, une matrice peut être diagonalisée dans différentes bases, il ne devrait pas exister différentes lots de valeurs propres. En fait, est-ce qu'il existe une technique pour vérifier son résultat? Donc déjà, dans l'éventualité, du coup, on ne vous donne pas les valeurs propres. Ok. Cette éventualité peut exister, évidemment. Mais je ne pense pas que ce sera le cas. Mais ok. Est-ce qu'il existe une méthode pour vérifier son résultat? En fait, là, c'est là où il faut reprendre, en gros, la définition de valeur propre.
et du coup de matrices diagonalisables et tout ça, que j'ai pas là actuellement, qui doit être sur vos Moodle. Mis-moi étudier. Non, ça c'est le S3 2026. Je veux pas le S3 2026, je veux votre S3. S3 2026. Le stream ne marche pas sur mon ordi. Ah, je relance alors dans ce cas. Est-ce qu'il fonctionne maintenant? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, en fait, c'est bon, c'est lui dans le mauvais salon. Ah, ok. Ok, my bad. Tac, tac, tac. Lambda A est égal à U lambda. Oui, ok, oui, ça c'est les espaces propres, effectivement. Enfin, les valeurs propres, pardon. Mais c'était plutôt en fonction de la matrice que je voulais voir s'il y avait une définition, parce que je ne me rappelle plus du tout. Vous avez beaucoup trop de trucs ici, c'est fou. Base, définition d'une application linéaire, image noyau. Déterminant d'une matrice, ok. Généralisation, dégeneralisation, parfait. Exercice type, fiche de synthèse. Ok. Alors, tac, tac, tac. Oui, donc ça c'est pour calculer l'espace propre. Tac, tac, tac. On dit que non. Oui, bah oui, non, oui, du coup, pardon, excuse-moi. Une matrice peut être diagonalisée dans différentes bases, il devrait donc exister un lot de vecteurs propres. Si on vous donne pas les vecteurs propres, est-ce que, en gros, comment on calcule, enfin, comment on vérifie si la valeur que tu as trouvée était une valeur propre? Et donc, du coup, les valeurs propres de A, s'il existe un A, blablabla. S'il existe un vecteur V dans un nom nul tel que AV est égal à lambda V. Du coup, ce que tu dois faire, c'est, je crois, te dire que le vecteur V, c'est du coup le vecteur que l'on va poser sur la diagonale, on va poser sur la colonne correspondante à la valeur propre dans la matrice P, dans la matrice P. Et du coup, vérifier si A fois V est égal à lambda V. Mais si tu veux, on va essayer de regarder tout à l'heure, juste après, en faisant l'exo, vérifier si la valeur était propre. On va essayer de voir ça juste après. Je crois que t'as que. Ok. Après, ouais, non. Ok. Très bien. Ok. Alors. Ok, donc on reprend. Donc on est sur l'exercice 3 où on essaie de calculer ici le polynôme caractéristique de B. Je voulais prendre ma copie, moi. Tac, tac. J'arrive tout de suite. Blablabla. Ok. Alors, que je reprenne ma copie pour voir qu'est-ce que j'ai fait. Donc ça, c'était pour la matrice A et la matrice B, elle est là. Hein? Non, ok, elle est là. Ok, donc, en fait, ce que j'ai fait à partir de cette ligne-là, du coup, j'ai juste développé pour essayer de factoriser le truc. Mais du coup, ce que propose la correction des profs, c'est du coup, en fait, se dire que le déterminant de cette matrice-là, ça va être égal au déterminant de la petite matrice en carré juste ici, multiplié par le coefficient qui est ici.
Pourquoi? Parce qu'on a rajouté les zéros qui étaient là. Mais voilà. Mais après, si vous le voyez pas ou si vous voulez pas vous embêter à apprendre un nouveau truc, bah, ce que vous pouvez faire, c'est du coup juste développer et ensuite factoriser pour arriver à ce qu'on veut à la fin. Donc, je vais utiliser cette méthode-là pour du coup aller un peu plus vite. Ici, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner quoi? Ça va me donner moins 1 moins x multiplié par le déterminant de cette matrice. Le déterminant d'une matrice carré 2 fois 2, on le connaît. Ça va être quoi? Ça va être, je dis pas de conneries, moins 4 moins x multiplié par 3 moins x moins 6 fois 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait cette partie-là moins la partie qui est juste là. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Ok, donc, tout ça, je vais calculer. Je vais calculer, ça me donne moins 1 moins x facteur de... oui. Je vais faire cette... Au carré plus x. Voilà. Ouais. Pardon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas compris. J'ai pas entendu ça. Tu donnais la réponse, c'était ça? Ouais, c'est ça. Je disais juste la simplification. Ok. Et du coup, ici, ça va me donner x plus x au carré. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir factoriser la parenthèse à droite par x. Donc, moins 1 moins x, facteur de x, facteur de 1 plus x, pardon, excusez-moi. Et on va pouvoir même factoriser par un moins x. Par moins, pardon. La deuxième matrice. Pourquoi? Pour pouvoir avoir du coup quelque chose qui ressemble à la matrice à gauche. Donc, ça me donne moins 1 moins x, facteur de moins x, facteur de moins 1 moins x. Et on va avoir quoi? On va avoir moins x, facteur de moins 1 moins x au carré. Ou ce qu'on peut faire, à la place de du coup factoriser par moins sur la deuxième parenthèse, pardon, c'est factoriser par moins sur la première parenthèse. Et on retrouve à peu près le même résultat. Et on va rester comme ça. Il est très bien comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour la première partie sur, du coup, calculer les polynômes caractéristiques. La deuxième partie de la question, c'est du coup vérifier que les valeurs propres de B sont 0 et 1. Comment on vérifie les valeurs propres? On regarde ici, en fait, les racines du polynôme caractéristique. Ici, les racines du polynôme caractéristique, ça va être quoi? Ça va être du coup 0. Et ici, ça me donnait moins 1 moins x qui est égal à 0, donc x qui est égal à 1. Et donc, on a bien les valeurs propres de B qui sont 0 et moins 1. Bah oui, évidemment. Oui, pardon, excusez-moi. Du coup, oui, on a moins x qui va être égal à 1 et donc x qui est égal à moins 1. Pardon. Effectivement. Et du coup, pour répondre à ta question, Gab, si je ne dis pas de conneries, ouais, c'est ça, Gab Ange. Du coup, tu peux aussi vérifier, trouver tes valeurs propres à partir du polynôme caractéristique. Pardon. Et du coup, c'est de là où on trouve les valeurs propres. Et du coup, ensuite, ce qu'on veut faire, du coup, c'était la diagonalisation et du coup, trouver P et D, les matrices P et D. Donc, on a déjà fait pour la matrice A la dernière fois. Si vous n'étiez pas là la dernière fois, je vous invite à revoir, pas du coup la rediff, puisqu'elle n'est pas là, mais le corrigé qui est donné, que je vous donnerai si vous ne l'avez pas. Mais du coup, ce qu'on va faire, ça va être la matrice B. D, de toute façon, ça va être à peu près la même chose. Ici, je vais juste reprendre un peu. Donc, ce qu'on va faire d'abord,
pour pas se fatiguer, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la multiplicité des racines. Ici, la multiplicité de moins 1, elle est égale à 2, puisque on a ce carré-là, et la multiplicité de 0 est égale à 1, puisqu'on n'a pas de carré. C'est la puissance 1. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, ce qu'on va vérifier, ça va être du coup les multiplicités supérieures à 1. Donc ici, la multiplicité de moins 1. Pourquoi? Parce que on va savoir, en fait, dans le TD, je crois, on vous dit à un moment que, en fait, on vous laisse calculer les espaces propres pour les racines de multiplicité 1, mais en soi, normalement, si c'est bien fait, vous retombez sur vos pattes et vous arrivez à trouver les bons résultats. Ça va être sur le problème qui va se faire, ça va être du coup sur les racines de multiplicité supérieures à 1. Et du coup, si on trouve que la dimension de l'espace propre associé n'est pas égale à la multiplicité de la racine associée, on va pouvoir dire directement que nos matrices ne sont pas diagonalisables. Donc, ce qu'on va faire, du coup, c'est calculer l'espace propre de moins 1. Alors, l'espace propre de moins 1. Que je reprends ça. Donc, c'est tous les x, y, z appartenant à R3, tels que quoi? Tel que je me rappelle encore une fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est du coup ajouter des x, y et z sur les lignes là, okay, qui vont être égales à, du coup, la valeur propre, moi je vais noter lambda, fois x, lambda y et lambda z. Voilà en gros ce qu'on veut chercher. Et du coup, il y a des plus ou il y a des moins, donc ça dépend des plus. Voilà. Donc, sur le schéma, en fait, le système qu'on va devoir poser, ça va être du coup la valeur propre. Ça va être du coup prendre les lignes, prendre la première ligne, donc faire une combinaison linéaire avec x, y, z, donc moins 4x, moins 2y plus 4z, qui va être égal du coup à lambda x, avec lambda qui est la valeur propre associée. Ici, la valeur propre, ça va être moins 1. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir moins 4x, moins 2y, plus 4z, qui est égal à moins x. Mon z est un peu dégueulasse, désolé. À moins 1 fois x. Ok? On fait la même chose pour le reste, donc ça me donnait moins 6x, moins 3y, c'est ça, moins 3y plus 8z qui est égal à moins y, que je vérifie. Non, c'est un 5, pardon. Moins 5y, et ici on a moins 6, moins 4 plus 7. Moins 6 plus 4, non merde, j'ai déjà oublié. Moins 6 moins 4, plus 7z qui est égal à moins z. Ok? Et donc ça c'est le système qu'on va devoir résoudre. Donc même chose, je vais continuer. Donc c'est tous les x, y, z appartenant à R3, tels que du coup sur le système, qu'est-ce que je vais avoir? Je passe du coup toute la partie droite à des zéros. Donc ce que je vais faire, je vais additionner par x, je vais additionner par y, je vais additionner par z. Donc qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner moins 3x, moins 2y plus 4z qui est égal à 0, moins 6x, plus, moins 4y, pardon, plus 8z qui est égal à 0, et moins 6x, moins 4y plus 8z qui est égal à 0. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, vous allez remarquer que la deuxième ligne, la troisième ligne de notre système qu'on vient de calculer est la même. Donc, j'ai pas besoin de
j'ai pas besoin de l'écrire 2 fois. Donc, je vais pouvoir supprimer ma troisième ligne. Là, j'ai un peu la flemme de l'écrire. Donc, en fait, la ligne suivante, c'est juste la même ligne, mais avec la troisième ligne en moins. Mais en fait, on va même voir que la deuxième ligne, c'est 2 fois la première ligne. Ok? Et donc, vu que c'est 2 fois vu que la deuxième ligne est 2 fois la première ligne, en fait, je vais pouvoir juste tout simplement écrire ma première ligne, donc c'est-à-dire x, y, z appartenant à 3, tel que j'ai moins 3x, moins 2y, plus 4z, qui est égal à 0. Et ensuite, on essaie de trouver les valeurs. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer d'exprimer x en fonction de mes deux autres variables. Donc, x, y, z appartenant à 3, tel que 3x est égal à 2y, à moins 2y plus 4z. Ok? Et du coup, il me reste juste à remplacer dans mon petit tuple, mes parenthèses. Donc, c'est-à-dire que, en fait, ce que je vais faire, soit je divise le tout par 3, ce que j'ai un peu la flemme, soit je peux me dire que, en fait, 3x, ça équivaut à ça. Donc, en fait, je vais multiplier par 3 dans toute la parenthèse. Donc, ça va me donner moins 2y plus 4z, 3y, 3z, avec y et z appartenant à R2. Voilà. Et ensuite, ce que je dois faire, c'est exprimer en fonction d'un vecteur. Ici, mon vecteur, ça va être moins 2, 3, 0, 4, 0 et 3. Voilà. Tac, que je vérifie en fonction de ce que j'avais écrit sur ma copie. Tac, tac, tac. Donc ça, c'était la matrice B. Blablabla. Ok, oui, pardon. Donc la matrice B, 4, 0, 3, 0, 4, 2. Ah, qu'est-ce que j'ai fait de mal? 0, 4, 2, quoi? 4, 0, 3. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bonsoir. Alors, C'est quoi le résultat qu'il trouve? le résultat que j'avais sur ma copie, c'était... je reprenne, donc vect de 4,03, donc le deuxième vecteur que j'ai, et 0,42. Alors, comment j'ai reçu ce résultat? J'ai reçu en faisant en fonction de z. Donc en soi, ça fait la même chose. Oui, non, ok. Oui, non, c'est ok, c'est ok. C'est fine. Oui, on a fait en fonction de x. Oui, là on a fait en fonction de x, donc c'est normal si on n'a pas les mêmes résultats. Mais ce qui compte à la fin, c'est vérifier en fait si le vecteur, enfin la famille à l'intérieur du vecteur est une base de notre espace propre, et ensuite calculer la dimension. Ce qu'on va faire rapidement, juste à l'oral. En fait, les deux vecteurs ne sont pas collinaires, donc pas collinaires. Donc la famille qui est à l'intérieur du vecteur va être libre. De plus, d'après la définition du vecteur, la famille est génératrice en fonction de l'espace propre associé à 1, génératrice. Donc, ça forme une base de notre espace propre E de 1, E de moins 1, pardon, avec la dimension de E de moins 1 qui va être égale à 2. Voilà. Et du coup, n'oubliez pas d'écrire les phrases que je viens de dire, que je viens de citer à l'oral, parce que du coup, sinon, vous n'aurez pas tous les points. Et donc, du coup, on vient de montrer que la dimension de notre espace propre associé à moins 1 est égale à 2, qui est égale à la multiplicité de la racine moins 1. Donc, on va pouvoir dire que
À partir de là, notre matrice est diagonalisable, puisque, en gros, en fait, les dimensions des espaces propres associés aux racines sont égales à nos multiplicités. Et du coup, même sur ma copie, en fait, j'avais fait aussi l'espace propre de 0, mais j'ai l'impression que d'après la correction, il y a... Ah si, pardon, excusez-moi. Donc, oui, non, pardon. À partir de là, du coup, on a fait E de moins 1, et du coup, ensuite, il faut faire aussi l'espace propre pour 0. Donc, ça va être la même chose. Hein. C'est la même chose ce qu'on va faire. Et à la fin, on va retrouver que l'espace propre de 0, ça va être un vecteur de 1, 2, 2, par exemple. Et donc, on va dire que c'est lié aux génératrices, donc ça forme une base, blablabla. Et donc, que la dimension de E de 0, c'était égal à la multiplicité de 0. Et donc, on va pouvoir dire à partir de ces deux résultats-là que notre matrice B est diagonalisable. Et du coup, des valeurs de P et D, ça va être quoi? Ça va être P. Non, je vais prendre D d'abord. Pardon. D, c'est une matrice diagonale, comme un D. Je vais prendre d'abord moins 2, 3, 0, 4, 0, 3, et du coup 1, 2, 2. Donc en fait, ce que je viens de faire, c'est prendre les vecteurs de mes bases et les ranger en colonne. Et ensuite, il faut que je fasse attention à correspondre les vecteurs de mes bases en fonction de mes espaces propres, de mes valeurs propres. Donc, ici où j'ai mis par un vecteur de la base de l'espace propre associé à moins 1, donc moins 1, 0, 0, 0, moins 1, 0 pour le deuxième vecteur, et le dernier vecteur colonne, ici ça va être pour 0. Et voilà. Et donc ici, on a nos deux matrices P et D. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que je suis allé un peu vite. Bah, sur la dernière partie, ouais. Ouais, c'est quoi P, j'arrive pas à comprendre. Ok. P, en gros, en fait, c'est une matrice, identité. Ok, c'est une matrice identité qui est, en gros, en fait, les valeurs sont sur la diagonale. Et donc, en fait, sur cette matrice identité, ce qui va être important, pardon, c'est une matrice diagonale. Pourquoi? Parce que, mis à part les valeurs qui sont sur la diagonale, tout est égal à 0. Ok? Et du coup, en fait, sur la diagonale, ce qu'on va mettre pour la matrice P, ça va être pas nos nombres propres, mais nos valeurs propres, pardon. On va mettre nos valeurs propres en fonction des vecteurs que j'ai mis ici en diagonale, en colonne. En fait, ce que j'ai mis en colonne, ce que j'ai rangé en colonne, ça va être les vecteurs qui sont les bases de mes espaces propres. Donc ici, pour le premier vecteur, j'ai moins 2, 3, 0. Ensuite, j'ai rangé 4, 0, 3. Et ensuite, j'ai rangé 1, 2, 2. Et en fait, on va remarquer que les deux vecteurs-là, ils sont associés à l'espace propre, associé à E de moins 1. Et ce dernier, il est associé à E de 0. Et en fait, sur notre matrice P, j'ai totalement inversé, je suis désolé. Ça, c'est la matrice P, ça, c'est la matrice D pour diagonale. Et donc, sur notre matrice D, la matrice diagonale, j'ai rangé sur les colonnes la valeur propre associée au vecteur. Donc ici, ça va être moins 1 pour les deux premières colonnes. Et pour la dernière colonne, c'est 0. Ok? Est-ce que ça va mieux? Une question? Oui. Pour la matrice P, il y a un ordre ou pas dans lequel elle est rangée? Non, pas du tout. Tu peux donner n'importe quel ordre. J'aurais bien pu mettre le vecteur de l'espace propre de 0 au milieu ou à gauche, enfin n'importe où. Donc la diagonale, ça aurait pu être 0, moins 1, par exemple. C'est ça. Ok, d'accord. L'ordre ne compte pas dans vos matrices D et P, mais il faut faire attention qu'il y ait bien un lien entre les deux. Il faut bien que ça soit cohérent entre les deux matrices. D'autres questions?
Pas l'impression. Eh bien, on va pouvoir continuer dans ce cas-là. Donc, tac, une démonstration de cours, on va la skip, hein, parce que bon, c'est une démo. Je crois que vous n'avez même pas de démo, si je me rappelle bien. Ok. On n'a pas de démo. Vous n'avez pas de démo, vous avez de la chance. Vous en avez de la chance. Alors, construction d'une symétrie. On se place dans l'espace vectoriel E R3 muni de sa base canonique B et on considère les sous-espaces vectoriels suivants. Ok. Bon, bah, la base canonique, je vous rappelle, de R3, ça va être 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Ok, donc ça c'est pour B. Très bien, donc on nous donne F et G, c'est très bien. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est trouver une base de F et une base de G. Très bien. Donc, je vais écrire en bleu parce que j'ai l'impression que je vois mieux ce que j'écris en bleu. Ouais. Donc, F7, X, Y, Z appartenant du coup à R3, tel que X moins Y plus 2Z égale à 0. Ok, très bien. Ce que je vais faire, c'est... Qu'est-ce que je vais faire? Dites-moi. En fonction de mon équation, là. Est-ce que vous aurez une petite idée? On remplace X. Ouais. Tu veux que... Sur de Y et de Z? Ouais. La Y moins 2. Très bien. Ensuite, tu fais quoi? On écrit Y entre parenthèses. Je sais plus, du coup, c'est 1, 0. J'écris ce que tu me dis. Hein. Avec Y avant. Donc, avec Y avant, ok. Ouais. Et plus Z. C'est non, moins 2. 0 Z. 1. Ok. Et du coup, avec Y et Z, Ouais. à partir c'est ça. Tu as juste sauté une étape, mais oui, j'ai juste écrire l'étape d'avant pour les autres, pour mieux comprendre pourquoi on a ça. En fait, on arrive sur ce résultat-là parce que, en fait, ici, j'ai remplacé la valeur de X dans ma parenthèse, donc ça me donnait Y moins 2Z, ensuite Y et Z, avec Y et Z des réels. Et ensuite, effectivement, je peux diviser en deux vecteurs et factoriser par Y et Z, et ensuite, je peux créer un vecteur avec les vecteurs 1, 1, 0 et 2, 0, 1. Ok, ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est montrer que la famille 1, 1, 0, 2, 0, 1 est une base de F. Donc, je vais l'écrire proprement cette fois-ci. Moins 2, 0, 1, la deuxième. C'est moins 2, 0, 1, effectivement, merci. Et moins 2, 0, 1 ne sont pas collinéaires. Donc, la famille 1, 1, 0, moins 2, 0, 1 est liée. De plus, par définition de vecteurs, la famille est génératrice de F, donc elle forme une base
de F. Et voilà. Et donc ensuite, on fait la même chose pour G. Est-ce qu'il y a besoin que je le fasse pour G? Non, ça va. Non, ça va. Ok, donc j'arrive sur le coup de vect qui est égal à 1, 0, moins 1. Et donc la même chose, hein, les mêmes phrases, mais pour G. Donc, très bien. Et bien ensuite, il faut montrer que F et G sont supplémentaires dans E. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la définition de la supplémentarité? Ça se dit. Oui, il faut que donc, G inter F soit égal à donc notre élément de départ. Ah non, c'est l'élément nul. Je t'écoute, dis-moi. J'ai un doute, attends, il faut que je l'écrive. Vas-y. Oui, F inter G qui est égal à l'ensemble nul, enfin l'ensemble vide du coup. Enfin, c'est. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. L'ensemble vide, c'est ça. Non, avec un zéro dedans. Il faut que ça soit. Faut que l'intersection soit l'élément 0 en fait. 0 de E. Ok. Et ça, l'autre, ouais. c'est F que G est égal à E. C'est ça. Donc, la première condition, c'est que F inter G, l'intersection entre les deux sous-espaces vectoriels, nous donne le singleton avec l'élément neutre de E, donc l'ensemble de l'élément neutre de E, et du coup, F que G nous donne E. Ok. Alors, que je regarde. Alors, d'après la correction, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais écrit? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Comme plus stylé. Ok, bon, j'ai eu pratiquement bon. Non, je rigole, j'ai eu pas tous les points dessus. Donc, ce qu'il faut faire attention ici, c'est qu'en fait, on va essayer du coup de calculer F plus G et voir si c'est égal à E. Donc, vérifier en gros que F plus G nous donne notre espace vectoriel R3. Faut vérifier les inclusions ou pas déjà? C'est-à-dire? Justement, il faut dire d'abord les dimensions, elles sont égales à. Les dimensions de F et les dimensions de G sont égales à la dimension de E. Mais il faut aussi dire que F et G sont inclus dans E, non? Je sais plus en fait comment ça marche. Ah oui. Ok, oui. En fait, tu veux dire que cette égalité-là, pardon, elle s'écrit comme étant F plus G inclus dans E et que la dimension de F plus G est égale à la dimension de E, c'est ça? Ouais, exactement. Ça se fait, mais du coup, ça veut dire qu'il faut calculer du coup F plus G. Il faut calculer F plus G. Et du coup, ensuite montrer que on a une base, et donc on peut calculer une dimension. Mais par contre, pour dire que F plus G est inclus dans E, là, je ne l'ai pas. Enfin, en tout cas, je ne vois pas comment je pourrais le faire. Ok, vas-y, alors, je te laisse faire. Par contre, du coup, d'après la correction, ce qu'on peut faire, en fait, c'est reprendre les vecteurs qui sont dans les bases de nos deux sous-espaces vectoriels, puisque du coup, on a calculé une base, autant utiliser les vecteurs qu'on a. On va les concaténer. Donc, concaténer les bases de F et de G. Et en fait, on va essayer de montrer que à partir d'une concaténation de base, on va montrer que cette nouvelle base, du coup, il faut montrer que c'est une base de E
pour pouvoir dire que à la fin, tac tac tac, que je dise pas de conneries, pour pouvoir dire qu'à la fin, bah, du coup, F et G sont supplémentaires dans E. Donc, eh bien, on va poser une base. Hein. On va poser la B. Ici, 1, 0, 1, 0, pardon, moins 1. Ok, et du coup, essayer de montrer que cette famille B là est une base de E. Bah, du coup, c'est ce qu'on va faire, c'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Il va falloir du coup montrer que B est libre et que B est génératrice. Donc, bah, pour montrer que B est libre, on va utiliser la méthode classique. Donc, soit lambda 1, lambda 2, lambda 3 appartenant à R3, tel que lambda 1, 1, 1, 0, plus lambda 2, moins de 0, 1, plus lambda 3. 1, 0, moins 1 est égal à 0, 0. Ça nous donne le système suivant, donc lambda 1 moins 2 lambda 2 plus lambda 3 qui est égal à 0, lambda 1 qui est égal à 0, et lambda 2 moins lambda 3 est égal à 0. Donc, lambda 1 est égal à 0, ok, d'après la deuxième ligne. D'après la troisième ligne, je peux dire que lambda 2 est égal à lambda 3, ok, et je peux substituer dans la première ligne, donc 0, moins 2 lambda 2, plus lambda 2, puisque lambda 2 est égal à lambda 3, est égal à 0. Donc j'ai lambda 1 qui est égal à 0, évidemment. Et je peux dire que ici, lambda 2 est égal à 0, lambda 1 est égal à 0, et donc lambda 3, c'est égal à lambda 2, c'est égal à 0. Et donc, B est libre. Ça, c'est la première étape. Et je vais diminuer. On va voir cette pièce. Je diminue bien. Ok. Deuxième étape. Du coup, bah, montrer que F est génératrice. En fait, ce qu'on va faire, non, pardon, excusez-moi, ce qu'on va se dire, c'est que bah, directement, pour montrer que B est une base de E, bah, ce qu'on va se faire, c'est du coup juste montrer que B est libre. Pourquoi? Parce que j'ai ici le cardinal de B qui est égal à la dimension de R3, qui est égal à 3. Et à partir de là, bah, en fait, on peut se dire, bah, tiens, si ma famille est libre, je vais pouvoir dire directement que ma famille est une base. Est-ce que vous vous souvenez de ces équivalences-là? Que B libre est équivalent à B génératrice de E égale, enfin équivalent pardon, à B base de E. Et ça, on a le droit de faire ça si le cardinal de B c'est égal à la dimension de E. Est-ce que vous vous en souvenez de cette propriété-là? Ouais. Ouais, bah très bien. Bah, en fait, c'est ce qu'on va faire ici. On va dire que du coup, le cardinal de B est égal à la dimension de E, et donc, B forme une base de E, et à partir de là, je vais pouvoir dire que E est égal à F, enfin que F et G sont supplémentaires dans E. Ok? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je prends ce grand silence pour nous.
Et donc, tant mieux, dans ce cas-là. Je vais juste essayer de retrouver cette propriété-là. Tac, tac. Bon. Alors. Je vais faire dans le chat, s'il n'y a pas de questions. Ok, très bien. Supplémentaire. Ok. Bon, très bien. Très bien. Ok. Donc, en fait, la probabilité qu'on a utilisée ici, c'est deux sous-étages vectoriels f et g sont supplémentaires dans E, c'est-à-dire que E est égal à f XOR g. Si et seulement si, tout vecteur de E peut se décomposer de manière unique en la somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g. Donc, en fait, c'est ce qu'on a fait, c'est montrer que, en gros, B forme une base de E. C'est ça, en gros, la propriété qu'on peut utiliser ici. C'est la propriété que j'avais totalement oubliée. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir continuer. On va pouvoir continuer sur la question 3. D'après la question précédente, voilà. Super, voilà, c'est ce qu'ils disent juste ici. Considérant dans le fonds S de 1, ok, supposons que E appartient à F. Que vaut S de U? Ok, donc si U appartient à F, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, S de U, on est d'accord, c'est V moins W. Avec mon V qui appartient à F et mon W qui appartient à G. Donc je sais qu'ici, U appartient à F, donc je vais pouvoir dire que en gros, c'est U plus 0 de E. Regarde. C'est pas les. Non, c'est les sucres. Ok, c'est les sucres, on s'en fout. Ok. Très bien. Et du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais pouvoir dire que S de U, du coup, V, c'est égal à U, et W, c'est 0 de E. On fait la même chose pour G. Donc, si U appartient à G, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut que S de U. Oh, pardon, non, j'ai fait de la merde. Non, pardon, excusez-moi. Donc, non. Ok, je reprends, pardon. Donc, si U appartient à F, c'est-à-dire qu'en gros, en fait, U, c'est égal à V, U plus 0 de E, directement. Ça appartient, c'est un élément de F, donc ici mon U, plus un élément, l'élément qui appartient à G, ici 0 de E. Et donc, en fait, ici, V, c'est égal à U, et W, c'est égal à 0 de E. Et donc, S de U, ça va être V moins W, ce qui est égal à U. Ouais, c'est ça. Ok. Ensuite, on fait la même chose. Donc, si U appartient à G, j'ai mon U qui est égal à 0 de plus U. Ce qui veut dire que, en fait, V, c'est 0 de E. Et W, c'est U. Et donc, mon S de U, c'est V moins W. Ce qui va me donner moins U. Ok. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit B', la matrice de E obtenue par concaténation de 1, trouver la question 1, déterminer la matrice S dans la matrice de cette base B', départ et arrivée de ton A' matrice. Ok. Donc, je vais reprendre ma base B'. Du coup, ma base B' qui était ma base B de la question 2, qui va être du coup 1, 1, 0, moins 2, 0, 1, et 1, 0, moins 1. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais pouvoir dire que je vais pouvoir dire que, en fait,
je sais que mes deux premiers vecteurs là, ils appartiennent à f. C'est ce que j'avais trouvé, enfin c'est ce qu'on a utilisé en fait tout à l'heure. Donc je pourrais dire que 1, 1, 0 et enfin 1, 1, 0 appartient à f et moins 2, 0, 1 appartient à f. Et le dernier là, 1, 0, moins 1, ça appartient à g. Je ne peux pas avoir de place du tout. Ok. Donc, je sais ça. Donc, tout à l'heure, on avait vu dans la question A et B que pour tout élément de F, bah, j'avais le même élément. Tandis que pour tout élément de U, quand j'applique mon application S, je vais avoir moins U. Donc, qu'est-ce que ça va me donner Ça veut dire quoi? Ça veut dire que S de 1, 1, 0, ça va être S de 1, 1, 0, ça va donner 1, 1, 0. S de moins 2, 0, 1, ça me donne moins 2, 0, 1. Tandis que S de 1, 0, moins 1 me donne moins 1, 0, 1. Et donc, en fait, moi, A', qu'est-ce que je vais avoir? A', c'est la matrice qui est associée à S dans la base B', au départ et à l'arrivée. Donc, c'est-à-dire que si je note epsilon 1, le premier vecteur, epsilon 2, le deuxième vecteur, epsilon 3, le troisième vecteur, donc ici, je dois remplir epsilon S de epsilon 1, ici S de epsilon 2 et ici S de epsilon 3, en fonction de epsilon 1, epsilon 2 et epsilon 3. Ok. Donc, S de epsilon 1, donc c'est ce vecteur-là, c'est 1, 1, 0. C'est une fois le premier vecteur, plus 0 fois le deuxième vecteur, plus 0 fois le troisième vecteur. Et donc, bah, je vais avoir quoi? Je vais avoir 1, 0, 0. Je remplis en colonne. Je fais la même chose pour le reste, donc ça me donne 0, 1, 0. Et pour le dernier, 0, 0, moins 1. Et du coup, à partir de là, blablabla. Et du coup, bah, ici, on nous dit qu'on veut la matrice canonique au départ et à l'arrivée. Donner la relation matricielle, blablabla, on ne devrait pas faire un calcul. Très bien, tant mieux. Bon, en fait, ce qu'il faut faire, c'est trouver la matrice de passage allant de B à B', et se dire ensuite, trouver une relation. La matrice de passage, elle est égale à quoi? Elle va être égale à mes vecteurs epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, mis en colonne. Donc je vais avoir 1, 1, 0, moins 2, 0, 1, et 1, 0, moins 1. Et ensuite, à partir de là, je vais pouvoir dire que, en fait, bah, si je prends A, si je prends A qui, du coup, la matrice S dans la base canonique au départ et à l'arrivée, ça va être égal à P, ma matrice de passage, fois A', fois P à la puissance moins 1. Ok? Est-ce que ça va? Je vous ai endormi? Allô? Bah, perso, moi ça va. Après, je sais pas pour le reste. Okay. Bah, ce que je vous propose de faire, vu qu'il y a du coup ensuite des probas, oui, bah, c'est le fameux exercice bien chiant. Ce que je vous propose de faire, c'est du coup faire une petite pause et on reprend allez, à 15. Ok, Ok, on fait ça. merci. Ok. Allez, à tout de suite.
Les gens. Est-ce que tout le monde a pu revenir? Tac, tac, tac. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est présent? Est-ce que tout le monde est chaud pour faire des maths? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Petite sieste là. C'est stylé, ça. Alors, du coup, repassons sur des maths et sur le dernier exo qui a l'air le plus marrant possible. Alors là, du coup, on repart sur des probas. Et il y a même des probas bien chiantes. Mais bon, qui sont là, hein, je vais vous dire. Est-ce que déjà, pour la partie tout ce qui est algèbre linéaire, donc tout ce qui est matrice, les passages et tout ça, est-ce que ça va ou est-ce que vous voulez qu'on revoie peut-être un exo du TD ou quelque chose? En vrai, en tout cas, dans le sujet, là, ça va. Enfin, dans ce qu'on a fait aujourd'hui, ça va, c'est bon. Ouais. Après, je sais pas si on a vu tout le spectre du truc, mais bon. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, au pire, après cette séance, je serai toujours dispo pour répondre à vos questions. Ok. Mais ouais. Bah, non, Eh mais bien, du on coup, va c'est bon. partir. Bon, bah tant mieux dans ce cas-là. On va partir du coup sur l'exo le plus marrant. Le dernier exo, le fameux. Donc je pense que vous aurez aussi un exo de ce type, c'est-à-dire un exo différent de ce qui est fait en télé, qui est un peu plus poussé, mais qui est pas, enfin d'après les termes des profs, que je reprends, qui est pas spécialement dur ou quoi que ce soit. Enfin, en fait, on n'est pas entraîné pour faire ça. J'ai envie de vous dire. Non, pardon. C'est pas ce que je voulais dire. Pardon, non. C'est pas le truc qu'on fait le plus à Epita. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Enfin bref. Du coup, on considère une variable aléatoire x qui suit une loi géométrique de paramètre p, rappelez la loi de x. Bon, ça va. Ça, c'est ce qu'on fait encore à Epita, donc ça va. Donc on a x de oméga. Si je sais pas faire des oméga, hein, c'est fou. Hein. X de oméga qui est égal à tous les entiers naturels non nuls. Et pour tout entier naturel non nul, du coup, la probabilité que x soit égal à n, c'est 1 moins p à la puissance n-1 fois p. Et sinon, je peux écrire comme étant q à la puissance n-1 facteur de 1 moins q avec q qui est égal à 1 moins p. Même chose. Très bien. Ensuite, on continue. Montrer que la probabilité que x soit supérieur à n est égale à q à la puissance n, où q est égal à 1 moins p. On pourra démarrer en disant que blablabla est égal à ça, ou encore que c'est égal à ça. Ok. Bah, en fait, ce que je vais faire, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est à partir de ça. Pourquoi? Parce qu'à partir de ça, en fait, je vais pouvoir utiliser ici une petite suite géométrique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, la probabilité que x soit supérieur à n, c'est égal à 1 moins la somme de k allant de 1 jusqu'à n des probabilités de x qui est égal à k. Donc, c'est 1 moins la somme des k allant de 1 jusqu'à n. 2, je remplace ici par ce que j'ai juste q. Donc, c'est-à-dire 1 moins p. 1 moins p, pardon, k à la puissance k-1 fois p. Ensuite, le p, je peux le mettre en dehors, puisqu'il ne dépend pas de k. Je le mets en dehors de la somme. Donc, p, facteur de la somme de k allant de 1 jusqu'à plus infini de 1 moins p à la puissance k-1.
Ok, je remplace le P par 1 moins... Pardon. Je remplace le P... je remplace les P par 1 moins Q. Et donc, je pose Q qui est égal à 1 moins P. Donc, toujours la somme des K allant de 1 jusqu'à plus infini des Q à la puissance K moins 1 cette fois-ci. Pardon, non, c'est un N. Pourquoi je rajoute des infinis, moi? C'est des N. Ok, très bien. Et en fait, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 moins 1 moins Q fois la somme allant de K allant de ok, non, pas K. J'ai noté N allant de 0 jusqu'à... Non, pas N du coup, je suis con. A allant de 0 jusqu'à N-1. Je vais revenir pourquoi le 1. Fois Q à la puissance K. En fait, qu'est-ce que j'ai ici? Si je pose A qui est égal à K-1, pour en gros remplacer mon A qui est ici, enfin remplacer la puissance du Q, du coup il faut que je change tous les K par des A. Donc si K vaut 1, ça veut dire que A va vouloir 1 moins 1 soit 0. Donc c'est pour ça que j'ai remplacé en bas par 0. Oui. Je comprends pas pourquoi il faut modifier modifier le nom de la borne. Moi, pourquoi on peut pas juste marquer K allant de 0 jusqu'à N, QK, enfin, simplement. Oui, en fait, tu peux garder ton K, il n'y a aucun souci. C'est juste là pour expliciter un peu plus le changement de variable. Mais en soi, oui, c'est totalement la même chose, effectivement. Et du coup, pour la borne supérieure, si j'ai N, du coup, mon A, ça va être N-1. C'est juste pour expliciter. Et effectivement, le A, je peux le remplacer par n'importe quelle valeur. Je peux le remplacer par K, effectivement. Et du coup, en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, c'est la probabilité que X soit supérieur à N. Et donc, tout ça, ça me donnait quoi? Ça me donnait 1 facteur de 1 moins Q fois... Du coup, là, j'ai une somme de suite de termes de suite. Pardon, j'ai la somme d'une série. J'ai la somme d'une suite géométrique. Et donc ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir 1 moins Q à la puissance N sur 1 moins Q. Ce qui va me donner quoi? 1 moins 1 plus Q à la puissance N. Ce qui me donne Q à la puissance N directement. Et voilà. Et ça, c'est 0,5 seulement. Putain. Et la première question, c'était 0,5 aussi. Donc déjà, on a 1 point sur 5. Déjà ça. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Nous, on prend tous les points. Moi, je vous dis, tous les points sont à prendre. Alors ensuite, on veut démontrer cette égalité. Je veux que la probabilité que x est égale à n plus k inter x supérieur à n est égale à la probabilité que x soit égal à n plus k. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai écrit, moi? En fait, tac, que je vous dise pas de la merde. Ok, alors, la probabilité que x soit égal à n plus k, en soi, si k c'est un entier, un entier naturel non nul, et k est différent de 0, et en fait, quand je vais avoir x qui est égal à n plus k, je suis forcément en train de me dire que x soit supérieur à n. La première
condition ici, là, que x soit égal à n plus k, bah, ça montre que x va être supérieur à n. Vous êtes sûr de cette égalité-là, puisque k est différent de 0. Et bah, du coup, vu que bah, x est égal à n plus k et que bah, x supérieur à n, bah, c'est la même chose, bah, je vais vous dire que la probabilité que ça, de cette intersection-là, est égale à la probabilité de x est égal à n plus k. En fait, comment je l'ai écrit moi, comment j'ai rédigé, bah, j'ai dit que justement, on a n plus k qui appartient à l'intégrale allant de n non inclus à plus l'infini. Ouais, c'est ça. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait là? Et donc, bah, en fait, du coup, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, du coup, j'ai n plus k implique que pardon, non. Si j'ai x qui est égal à n plus k, ça implique que x est supérieur à n. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. N plus k est un terme dans l'intervalle n plus infini. Oui, parce que en fait, x qui est supérieur à n, bah, ça équivaut à dire que x appartient à l'ensemble n, enfin l'intégrale, pardon, pas l'intégrale, l'intervalle n plus infini. Et ce qu'on a là, n plus k, ça appartient à n plus infini. Donc je vais pouvoir dire que la probabilité que x soit égal à n plus k, inter x supérieur à n, est égale à la probabilité que x est égal à n plus k. Est-ce que ça va? Ouais. Ouais, parfait. Ensuite, calculer la probabilité conditionnelle. Ah, il faut se rappeler des probabilités conditionnelles. Comparer le résultat à la valeur P est égal à 4. Ok. Bah, les probabilités conditionnelles, si je me rappelle bien, c'est quoi? C'est P est égal à n plus k, sachant x. C'est quoi? C'est la probabilité que x est égal à n plus k, inter x supérieur à n, le tout sur la probabilité que x est supérieur à n. Ok. Et donc, du coup, bah, en fait, sur la question B tout à l'heure, bah, j'ai pu dire que la probabilité que x est égal à n inter x supérieur à n, bah, que x est égal à n plus k sur la probabilité que x est supérieur à n. Ok. Ensuite, je connais ces probabilités. X est supérieur à n, j'ai calculé juste avant. Et bah, la probabilité que x est égal à n plus k, c'est comme si je disais que, que je cherchais la probabilité que x soit égal à 15, par exemple. Donc ici, que je reprenne tout à l'heure, c'est cette formule-là. Donc c'est q à la puissance n plus k moins 1 fois 1 moins q. Le tout sur q à la puissance n. Ok. Et donc ça me donne quoi? Ça va me donner q à la puissance n plus k moins 1 moins n multiplié par moins q. Ce qui va me donner q à la puissance k moins 1 fois 1 moins q. Et ça, c'est la probabilité que x soit égal à k. Ok. Alors, pourquoi on dit que la loi est sans mémoire? Wow. Que je reprenne. Moi, je n'avais pas répondu à cette question-là. Alors, le corrigé, qu'est-ce qu'il dit? Expliquez pourquoi on dit que la loi X est sans mémoire. Le nombre de messages
Il y a une définition, pas de ce que ça veut dire sans mémoire. Alors, on n'a pas une définition exacte. Enfin, en tout cas, dans le cours, il n'y a pas de définition. Mais on peut chercher sur Internet. Une loi sans mémoire. Loi sans mémoire probable. Perte de mémoire. Ah, super, donc c'est ça. Alors, une variable aléatoire sans mémoire. Donc, une variable aléatoire x à valeur dans R+, est dite sans mémoire si elle vérifie pour tout x, y supérieur ou égal à 0 l'identité, du coup, ce qu'on vient de trouver en fait. En fait, interprétation. Si x modélise la durée de la vie d'un individu, ok, c'est un exemple. Si x modélise la durée de la vie d'un individu A, la propriété que x est sans mémoire exprime que A ne vieillit pas. Si A a vécu Y années, la probabilité pour qu'il vive encore X années est la même que la probabilité pour qu'un individu similaire à A, qui vient de naître, vit lui X années. Ok, oui. Non, oui, ok. En fait, en gros, de ce que je comprends de cette interprétation, en gros, en fait, on va se dire que A, c'est un mec qui a déjà vécu, du coup, Y années. Donc, si je prends X, le nombre d'années qu'il a déjà vécu, X est supérieur à Y. Il a déjà vécu Y années. Donc, X est supérieur à Y. Et la probabilité qu'il vive encore à partir de la X années, c'est-à-dire que encore, du coup, que la probabilité que X soit supérieur à X plus Y, donc encore X années à partir de Y, donc X plus Y, ça va être la même probabilité qu'un autre individu, vit X années. Qui vient de naître, en gros, il vient de naître et du coup, il peut vivre encore X années. Et du coup, en gros, c'est la même chose. L'exemple qui est donné dans le corrigé, c'est un exemple d'Amsoner. Tac. Non, c'est que. Attends. De N messages envoyés. Bien sûr, pas reçu de réponse. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que l'importance de la deuxième condition, que x soit supérieur à y ici, ou que x soit supérieur à k à n dans notre exercice, n'influence pas sur le fait que la probabilité de x qui est égale à n plus k. Puisqu'on avait vu que du coup, la probabilité que x est égal à n plus k, sachant que x est supérieur à n, c'est la probabilité de k. En fait, si je vous prends du coup le corrigé de l'exo là, je vous donne. Plaçons-nous dans l'exemple d'un Amsoner qui envoie des emails pour obtenir des numéros de carte de Visa et où X, le nombre de messages envoyés avant d'obtenir une première réponse. Je vous prends en fait comme ça, vous l'aurez avec moi en même temps. Hop. Ok, donc j'ai déjà lu le premier paragraphe. Si au bout de n messages envoyés, il n'a toujours pas reçu de réponse, alors on sait que x est supérieur à n, sachant que du coup x c'est le nombre de messages envoyés avant d'obtenir la première réponse. La probabilité qu'il reçoive une réponse au quatrième message suivant est alors la probabilité que x est égal à n plus k, sachant que x est supérieur à n. Mais en fait, cette probabilité-là, c'est la même que la probabilité que x est égal à k. Autrement dit, le fait de ne pas avoir de réponse au n premier envoi laisse l'Amsoner dans la même situation que celle qu'il avait au départ. En gros, en fait, se dire que la probabilité initiale d'avoir déjà fait des choses avant n'influence pas sur le fait d'avoir une réponse ou non sur le message suivant.
C'est en gros ça ce qu'il veut dire. Donc voilà, donc ça c'est sans mémoire. Là, on a bien répondu. Bravo à tous. Ok. Maintenant, on considère une variable aléatoire y telle que. Ok. Donc, écrire P de Y supérieur à 1 en fonction de P de 1. Eh bien, P de 1, je le connais. C'est ça. Je sais que la probabilité que Y soit supérieur à 1, c'est 1 moins la probabilité que Y soit inférieur ou égal à 1. Okay. Mais je sais que du coup, la probabilité que Y est inférieur ou égal à 1, en fait, c'est la probabilité que Y soit égal à 1, puisque Y ne peut pas prendre des valeurs en 0. Donc en fait, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1 moins la probabilité de Y qui est égale à 1. Donc là, 1 moins P de 1. Ok. En considérant les événements Y est supérieur à 1, Y est égal à 1, Y est égal à 2, exprimer P de 2 en fonction de P de 1. Ok. Donc P de 2 sur P de 1. C'est égal à quoi? Alors, en fait, ce que je vais prendre ça. On va reprendre ça. On va du coup reprendre tout ce qui est probabilité conditionnelle. La probabilité que Y est égal à N plus K, sachant Y supérieur à N, on avait dit que du coup, c'était la probabilité que Y est égal à N plus K inter Y supérieur à N sur la probabilité que Y soit supérieur à N. Ok. On sait qu'au-dessus, en fait, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne la probabilité que Y soit égal à K sur la probabilité que Y soit supérieur à N. C'est ce qu'on avait du coup juste à N plus K, pardon. Ok. Et en fait, si on prend N qui est égal à 1 et N qui est égal à 2, pardon, N qui est égal à 1 et K qui est égal à 1, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la probabilité que Y soit égal à 2 sur la probabilité que Y soit supérieur à 1. Okay. Et je sais que tout ça, en fait, c'est égal à la probabilité de Y qui est égale à 1. Avec cette méthode-là, enfin, cette expression-là. Du coup, on est parti de là. On est arrivé à ici, mais on a aussi cette égalité-là. Donc, cette égalité-là, ça me donne quoi? Ça me donne la probabilité de 2 sur, ça on avait calculé, c'est égal à 1 moins P moins 1, qui est égal à la probabilité de 1. Et du coup, la probabilité P2 sur P1, c'est égal à 1 moins P1. Ok. Très bien. Ensuite, de même, pour tout n, on considère les éléments y qui est supérieur à 1, y est égal à n, y est égal à n plus 1, trouver une équation de p de n plus 1, p de n. Ok, on va faire la même chose. Je vais reprendre à partir de cette équation-là. Donc, p, y, la probabilité que y est égal à n plus k, sachant y supérieur à n. Et je vais prendre du coup k ici, qui est égal à 1. Je sais que c'est égal à la probabilité que Y est égal à K. Ok. Donc ça, on avait calculé, on retombe sur cette valeur-là. La probabilité de Y est égale à N plus K sur la probabilité de Y supérieure à N, qui est égale à la probabilité de Y qui est égale à K. Donc cette fois-ci, je prends la probabilité, je prends K, qui est égale à 1. Donc la probabilité que Y soit égal à N plus 1 sur la probabilité de Y supérieure à N
Oui, ok. C'est égal à la probabilité que Y soit égal à K. Ok, non, c'est pas ce que je veux, pardon. En fait, ce que je vais faire, du coup, finalement, c'est que je vais regarder là, en fonction de ce que j'ai fait là, juste au-dessus. Le Y qui est supérieur à 1, en fait, on veut le garder. On veut le garder. Donc, en fait, en dessous, là, le PY, la probabilité que Y soit supérieur à N, il faut que mon N soit forcément égal à 1. C'est ce que je cherche. On va voir quelque chose en dessous, là. C'est ce qu'on veut. Y qui est supérieur à 1. Ok. Donc, celui-là, je vais le garder. Bah, du coup, le K, je vais dire, ça va être égal à mon N. Ouais, c'est ce que je vais faire, du coup. Donc, en fait, le K ici, c'est égal à N, c'est ce qu'on avait dit. Et du coup, le N, c'est égal à 1. Enfin, bon, ok. On va dire N. Bon. Oui, non, oui, pardon. En fait, il faut remplacer tous les N dans l'expression qu'on avait juste au-dessus, donc cette expression-là, là, par des 1. Donc, 1 plus N. Ok, non, je reprends ça. N plus K qui est supérieur à N qui est égal à K. Ok, donc, à partir de cette expression-là, qu'on avait trouvé juste au-dessus, ici, je remplace du coup tous les N par des 1 et les K par des N, en gros. Donc, ici, je vais avoir 1 plus N, la probabilité de Y est supérieure à 1 et la probabilité que Y soit égal à N. Ok, c'est ce qu'on cherche. Et du coup, ça me donne quoi? Ça me donne P de N plus 1 sur P1 est égal à Pn. Et donc, pardon, ça ici c'est 1 moins Pn. Et donc ici ça me donnait Pn plus 1 sur Pn qui est égal à 1 moins P1. On déduire Pn en fonction de n. Comment appelle-t-on la loi de Y? Alors, bah, Pn, tac tac tac. Comment j'ai répondu? Tac tac tac. Alors, du coup, à partir de cette expression-là, j'ai Pn plus 1 qui est égal à 1 moins P1 multiplié par Pn. Et en fait, à partir de là, si je pose ça, une variable A par exemple, bah, on va remarquer que je vais avoir une suite géométrique de raisons 1 moins P1. Et du coup, mon Pn, c'est 1 moins P1 à la puissance n moins 1 fois P1. Et du coup, à partir de là, je vais pouvoir dire que Y, c'est une loi géométrique de raison 1 moins P1. Et c'est fini. Waouh, incroyable. Est-ce que ça va? Ça va pas, mais merci quand même. Enfin, c'est pas... Ça va pas à quel endroit? En vrai, là, les dernières questions. Ouais, j'admets que. Je suis d'accord. Ouais, c'est chaud. Ouais. L'histoire du son mémoire, est-ce que vous avez à peu près compris? Oui, ça c'est le seul truc que j'ai compris par ça. Ok, let's go. Tant mieux. C'est à partir de la question 3, du coup, j'imagine. Ouais, en vrai, oui. Ouais, ok.
Cette histoire de bon, P de Y est supérieur à 1, ça va, ça. C'est ce qu'on fait d'habitude. Si vous voulez, je peux essayer de réexpliquer ça. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va prendre la probabilité que Y soit égal à N plus K, sachant Y est supérieur à N. Cette probabilité-là, c'est une probabilité conditionnelle. Les probabilités conditionnelles, c'est la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. Ok? Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc c'est la probabilité que Y est égal à N plus K, inter Y est supérieur à N, sur la probabilité que Y soit égal à N. Soit supérieur à N, pardon. Est-ce que déjà ça va, ça? T'as dit, la barre, ça signifie quoi? Sachant. La probabilité de A sachant B. C'est les probabilités conditionnelles. Ce que vous avez vu lors du S1. Ok, oui. D'accord. Alors, et du coup, en fait, à partir de là, ce qu'on a au numérateur, c'est ce qu'on a ici. C'est pas ce qu'on a ici, pardon. C'est ce qu'on avait trouvé, tac, 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 ici. Question 2C. On avait vu que, en fait, la probabilité que X est égal à N plus K, sachant que X est supérieur à N, c'était la probabilité que X soit égal à K. À K. Ah oui, non, pardon, excusez-moi, non, je dis de la merde. Non, pardon, non, c'est cette probabilité-là, pardon. Que la probabilité que X soit égal à N plus K, sachant que X est supérieur à N, c'était la probabilité que X soit égal à N plus K. C'est cette histoire de, oh bah tiens, N plus K, c'est compris entre N et plus infini. Donc en fait, c'est ce qu'on va faire la même chose ici. Du coup, je sais que le numérateur, ça va être la probabilité que Y soit égal à N plus K. Et je garde mon dénominateur. Est-ce que ça va passer de la deuxième à la troisième étape? Ouais. Ouais, bof. Je peux réexpliquer ça si vous voulez. On a le temps. Pour une fois qu'on n'est pas en retard. En fait, ici, on avait vu que K était différent de 0. Ok. La probabilité que X soit égal à N plus K, inter-probabilité que X est supérieur à N, en fait, on va remarquer que c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Pourquoi? Parce que, en fait, l'un et l'autre vont dire la même chose. X est supérieur à N, ça implique quoi? Ça implique que X appartient à l'intervalle, moins N plus infini. Les deux exclus. Et X est égal à N plus K, en fait, ça permet de dire que X, ça appartient à l'intervalle N jusqu'à plus infini. Pourquoi? Parce que mon K est différent de 0. Et K, vu que c'est un entier naturel, ça peut prendre la valeur, ça peut prendre une valeur entre 1 jusqu'à l'infini. Donc ça va aller de N, au moins N plus 1 jusqu'à l'infini. Et vous avez remarqué que du coup, les deux intervalles-là, c'est les mêmes. C'est les mêmes, et donc je vais pouvoir dire que je vais prendre qu'un seul, c'est-à-dire la probabilité de X est égale à N plus K. Est-ce que ça va mieux cette histoire-là? Je comprends ce que ça veut dire, ça. P de X égale N plus K, etc.
En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu prends n plus k, non pardon, si tu prends une variable aléatoire x, que tu la notes n plus k, tu la notes n plus quelque chose en gros, n plus un quelque chose, et je sais que ce n, attends, oui non, le x c'est un n plus quelque chose, oui c'est ça, x est égal à n plus quelque chose, mais je sais que le x c'est aussi supérieur à n. En fait, en même temps, tu poses ton x qui est égal à n plus k, et tu dis en même temps que x est supérieur à n. Si je prends un exemple, c'est comme si je disais, bah tiens, je prends x qui est égal à 3 plus 2, par exemple, mais je sais que x, bah, il va être supérieur à 3. En gros, c'est à peu près la même chose. C'est, en fait, ce que veut vous montrer cette question-là, la question 2b, c'est se dire, bah, tiens, que je prends n'importe quelle valeur n et k, et que du coup, je prends n'importe quelle valeur n et k et que j'ai x qui est supérieur à n, bah, je vais avoir la même probabilité. Je vais avoir la même chose en gros. Est-ce que ça va un peu mieux? Oui, ça va mieux. C'est mieux. Ça va mieux? Ok. Bon, bah tant mieux. Et du coup, bah, ça nous permet du coup de trouver cette valeur-là. Et en fait, à partir de cette valeur-là, bah, on va se dire, bah, tiens, ok, je veux utiliser la probabilité que y soit supérieur à 1, que y est égal à 1 et que y est égal à 2, pour exprimer p de 2 sur p de 1. Bah, y supérieur à, pardon, y supérieur à 1. La probabilité que y soit supérieur à 1, bah, le truc avec un supérieur, c'est seulement le y supérieur à n. Donc, je sais que n va vouloir 1. Ok. Et je sais que je veux utiliser l'événement aussi y est égal à 2. Et j'ai un n plus k. Donc, si mon n est égal à 1, je vais pouvoir me dire que mon k va vouloir aussi 1. Comme ça, j'ai la probabilité que y soit égal à 2 sur la probabilité que y soit supérieur à 1. Et en fait, ce que j'ai utilisé ici, là, p de y est égal à n plus k, sachant que y est supérieur à n, on nous dit ici que c'est égal à la probabilité que y est égal à 1. Qui est égal à k, pardon. Et donc, du coup, si je remplace mon k par un 1, je vais avoir la probabilité que y soit égal à 1. Donc tout ça, j'ai probabilité que y soit égal à 1. Et si du coup je prends que la dernière partie ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir, j'ai plus de place, P2, la probabilité de 2, voilà ici, sur P de y qui est supérieur à 1. Ça, on l'a calculé dans la question juste avant. 1 moins P1. Et c'est égal à P1. Et ensuite, bah, du coup, vu que je veux P2 sur P1, je passe le P1 de l'autre côté, je divise par P1 et je multiplie par 1 moins P1. Ok? Est-ce que ça va mieux? Mieux. Yep. Ok. Et en fait, ici, là, c'est entre grands guillemets, c'est à peu près la même chose. Ce qu'on va faire, c'est que juste, on reprend la partie où on sait que... Je reprends la partie que l'on a vue juste ici, que la probabilité de y est égale à n plus k sur la probabilité de y est supérieure à n, c'est égal à la probabilité de y qui est égale à k. Ok? Et du coup, ici, ça va être la même chose. J'ai y qui est supérieur à 1. Donc, le y supérieur à 1, je peux l'avoir avec la probabilité que y soit supérieur à n. Donc, je sais forcément que mon n
va vouloir 1. Ok, bah, je vais remplacer. Donc, la probabilité que y soit égal à k plus 1 sur 1 plus k. La probabilité que y soit supérieur à 1 est égale à la probabilité que y soit égal à k. Ok, mais nous, en fait, ce qu'on cherche, c'est avoir quelque chose avec des n. Y est égal à n plus 1. Y est égal à n. Et si j'ai des k, et on va voir, en fait, si je remplace mon k par un n, c'est la même chose en soi. C'est genre me dire que c'est une valeur quelconque. Une valeur k, valeur n, valeur m, valeur p, n'importe quoi. Et du coup, bah, je peux dire, si je remplace mon k par un n, la probabilité que y soit égal à 1 plus n sur la probabilité que y soit supérieur à 1 est égale à la probabilité que y soit égal à n. Et à partir de là, je remplace, donc c'est p de n plus 1 sur 1 moins p1 est égal à pn. Et je fais la même chose que tout à l'heure, donc p de n plus 1 sur pn me donne 1 moins p1. Ça va, ça? Ouais, ça va. Ouais, carrément, c'est bien mieux là. Ok, tant mieux. Et du coup, en fait, la dernière question, c'est juste de se dire, mais en fait, on va voir que p de n plus 1, c'est de la forme a fois p de n. Ah, mais ça serait pas une suite géométrique? C'est comme si j'avais Vn qui est égal à A fois V, non, Vn plus 1 qui est égal à A fois Vn. C'est la même chose. Et du coup, bah, là, on a une suite géométrique de raison, 1 moins P1. Et du coup, bah, Pn, je vais pouvoir le noter comme étant 1 moins P1 à la puissance n moins 1 fois P1. Et on va remarquer qu'à partir de là, bah, la probabilité que x soit égal, enfin, que y soit égal à n, c'est une loi géométrique. Ok, ça va mieux? En vrai, c'est plus clair. C'est beaucoup plus clair qu'avant. Bon, je sais pas si je saurais le refaire cet épisode. Je En tout cas, regarderai le stream. Hein. En Ouais, vrai, mais si, là, enfin, on comprend un peu. si vous comprenez à peu près le principe, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux que rien comprendre, ça c'est sûr. Après, je pense pas que vous aurez le même exo, ça c'est sûr. Hein. Mais en fait, avoir ce raisonnement de ah bah tiens, par exemple, toute cette partie-là où bah tiens, le rappel de la loi, ça va, c'est ce qu'on fait d'habitude. Le montrer, c'est la même chose, c'est ce qu'on fait d'habitude. C'est juste à partir de ce moment-là où on se dit bah tiens, va falloir que je réfléchisse. Il faut dire bah tiens, qu'est-ce que je peux faire, et qu'est-ce que je peux en déduire en fonction de tous les outils que j'ai. Donc bah, la probabilité conditionnelle là, c'est sûr qu'il faut connaître sa formule. Hein. Faut connaître sa formule, et ensuite faut essayer de jouer avec pour voir en fait qu'est-ce que je peux amener à faire pour essayer de trouver en fonction de P de X de K. Et en vrai, bah, du coup, c'est pour ça que vous avez un brouillon. Si jamais vous sentez que le brouillon peut vous être utile, bah, utilisez-le. Il n'y a aucun souci. Voilà. Bah voilà. Est-ce qu'il y a des dernières questions par rapport à tout ce qu'on vient de faire, que ce soit proba, algèbre linéaire, tout ce que vous avez au partiel, en gros. Est-ce que tu pourras nous envoyer le document ou pas? Ouais. Ok, merci. Je vous envoie ça tout de suite. Le document que j'ai écrit ou enfin la correction et le sujet. Ouais, celui-là, Ouais, bah, le celui-là, coup, on voit celui que t'es en train d'écrire. Aussi celui-là. Ok. Ok. Voilà comment il sera nommé. Hop. Alors. Je vous l'envoie dans le mat, ce sera
plus simple pour retrouver ensuite. Hop. Et je vais vous envoyer aussi le sujet en même temps. Je sais pas si je l'ai déjà mis sur Pass Exam, je crois pas. Ok, hop. Hop. Changer. Est-ce que le truc. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est good, merci beaucoup. Non, c'est good. Bon, bah tant mieux dans ce cas-là. Yes, merci. Ouais, merci beaucoup. Il n'y a aucun souci. Donc, du coup, ouais, je me répète, mais si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, on pourra vous répondre, il n'y a aucun souci. Même sur les autres matières. Hein. Enfin, bon, la physique, ouais, tout pareil, hein. Mais on peut essayer. Ok. Mais voilà, sinon, bah, en tout cas, moi, je vous souhaite un bon courage pour vos partiels. Vous allez bien réussir, je pense. Vous avez tous les outils en main. À vous de gérer, mais je pense que vous allez gérer de toute façon. Mais voilà, hein. Bon courage. Hein. On se reverra bientôt. Merci, bonne soirée. Merci Clément. Merci beaucoup. Bonne soirée.